Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Mélanie Pasquier, responsable communication du groupe Plural. Et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler épargne et investissement avec notre expert en produits financiers chez Quintessence, Vincent Fournier. Bonjour Vincent. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Mélanie. Et pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, Quintessence accompagne depuis plus de 13 ans maintenant les particuliers dans la gestion de patrimoine, dans la gestion de leur patrimoine et l'optimisation de leur fiscalité. Et Quintessence a d'ailleurs été primé 6 années consécutives champion de la croissance par les Échos Statista. Et pour en revenir à notre sujet, alors vous le ressentez certainement aujourd'hui, envie de plein fouet en prendre plein fouet l'inflation. Et on se pose tous la question de comment protéger son épargne, où placer comme son argent et comment se protéger de ces hausses de prix généralisées. Et Vincent, notre expert, donc, va vous donner des précieux conseils pour vous aider à prendre les bonnes décisions en matière d'épargne dans ce contexte si particulier. À toi, Vincent. Merci Mélanie. À nouveau, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'objectif de ce webinaire, ça va être de pouvoir parler de notre épargne, votre épargne, des investissements, de ce qu'on peut faire dans cette période un peu compliquée, on va dire ça comme ça, mais on a l'habitude maintenant finalement, les périodes compliquées. L'inflation, on va en parler, vous allez en entendre parler tous les jours, pendant encore quelques temps, je pense. Et l'idée, c'est effectivement qu'on puisse voir quels vont être les impacts, comment ça peut nous concerner au niveau de l'épargne, et s'il y a des décisions, s'il y a des changements, s'il y a des choses à faire. Donc le but de ce webinaire, c'est effectivement de pouvoir essayer de faire comprendre au plus grand nombre quels sont les enjeux. Bien évidemment, on n'a pas la science infuse chez Quintessence, mais on peut essayer de donner une lecture, et puis surtout, essayer de ne pas être trop technique, de ne pas rentrer dans la technicité des placements financiers, de rester le plus compréhensible possible. Donc, ça va être l'objectif de cette présentation. Alors, on va commencer tout de suite, simple, sur l'inflation. Eh ben, on va essayer d'en donner une définition. Il y en a plein qui existent. Moi, je vous propose celle-ci, c'est celle de La Finance pour tous, qui est un site très généraliste et que je vous invite à aller voir. Je trouve qu'il est plutôt bien fait. Qu'est-ce que l'inflation? L'inflation, effectivement, c'est une situation de hausse généralisée et durable des prix des biens et des services. Alors cette situation, pour nous, ça se traduit par une baisse du pouvoir d'achat de la monnaie, mais aujourd'hui, la particularité, c'est qu'en fait, on a une inflation mondiale. Ce n'est pas une monnaie contre une autre, mais effectivement, c'est une situation, comme pour le Covid, une situation mondiale, on a toutes les monnaies en fait, qui perdent de la valeur. En clair, avec la même somme d'argent, on peut acheter moins de choses qu'auparavant. Aujourd'hui, avec 1000 euros, je peux acheter un téléphone. Pour acheter ce même téléphone, si j'ai 10% d'inflation, l'année prochaine, il me faudra 1100 euros. Et si j'ai placé mon argent et que j'ai eu que 5% de rentabilité, forcément, j'aurai que 1050 euros. Il va me manquer 50 euros pour pouvoir acheter le même bien, le même service. Et donc, j'ai de la perte de pouvoir d'achat. Alors, comment ça se mesure? En France, c'est l'INSEE qui fait la mesure des prix de l'inflation avec un indice qui s'appelle l'IPC, un indice des prix à la consommation. Et il est utilisé en fait pour évaluer l'inflation. Alors, petite info, il n'y a pas les prix de l'immobilier dans cet indice. Donc, déjà, voilà, on a une petite idée et on se dit que l'inflation, en fait, c'est toujours hors des prix de l'immobilier. Alors, on va faire un peu d'histoire, on va regarder, on va revenir un petit peu en arrière, d'où on vient. C'est toujours important pour savoir où on va. On sort de 20 ans de calme, en fait, avec l'inflation. Beaucoup d'entre nous et d'entre vous ont peut-être jamais entendu parler de l'inflation. C'était un problème qui avait été, qu'on pensait même, résolu, disparu depuis les années 2000. Je vous ai retrouvé ce graphique qui a été fait par Eurostat et l'INSEE. Et là, on a l'inflation en France et dans l'Union européenne. Alors l'intérêt, j'ai pris 2000, pourquoi? Parce que depuis cette période-là, on est passé à l'euro. C'est vrai que déjà, ça a apporté du calme, le fait d'avoir la même monnaie entre tous les pays d'Europe, ça a apporté du calme dans les notions d'inflation. Auparavant, on pouvait avoir des politiques monétaires différentes dans chacun des pays, et notamment pour des questions de concurrence ou pour des questions de capacité à vendre des biens et des services, avoir des monnaies plus ou moins fortes. Et bien là, avec l'euro, on a la même référence pour tout le monde, en tout cas dans cette zone, une monnaie plutôt forte. Pourquoi? Parce que une économie forte, la zone euro, c'est une zone
qui a une très bonne activité, entraînée évidemment par l'Allemagne, donc une monnaie plutôt forte face aux autres devises. Eh bien, on le voit ici, on a une moyenne qui s'est tenue aux alentours de 2%. On a eu des légers pics, mais on ne peut même pas appeler ça un pic, quand on est monté à presque 3% en 2008, avant la grande crise financière. Et là, vous le voyez, crise financière de 2008, on est descendu à 0% d'inflation. On a eu la même chose en 2015, et on a eu la même chose pendant le Covid en 2020, une inflation quasiment à 0%, 0,5%. Et puis, jusqu'en 2021, nous étions à toujours ce fameux 2%. Donc, vous voyez, ça a été finalement assez modeste, assez mesuré. D'ailleurs, c'est le taux cible de la Banque centrale européenne. La Banque centrale, c'est celle qui va contrôler, qui va émettre la monnaie, qui va être la banque des banques que vous connaissez, les banques classiques, les banques commerciales. Leur banquier à eux, c'est la Banque centrale, c'est elle qui est chargée de fixer des taux d'intérêt, de contrôler l'émission de monnaie. Et son seul objectif, c'est la différence d'une banque centrale, par exemple comme celle des États-Unis, celle en Europe, la BCE, son seul objectif, c'est d'avoir un taux cible de 2% d'inflation. Elle considère que c'est un taux idéal entre de la croissance, une croissance normale des prix, et surtout lutter contre l'inflation. Donc on le voit, pour que ce soit le mandat principal d'une banque centrale, c'est bien que c'est un sujet qui fait peur. Sinon, par définition, ça pourrait être un autre sujet, ça pourrait être la croissance de l'économie, il pourrait y en avoir d'autres. Non, là, aujourd'hui, c'est bien lutter contre l'inflation, maintenir une inflation à 2%, qui est l'objectif principal de la BCE. La BCE, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va, quelque part, comme je vous le disais, piloter un petit peu l'économie, les taux d'intérêt, en fixant des taux directeurs pour les banques commerciales. Et donc, ensuite, les banques commerciales vont avoir un impact sur ces taux, et vous allez le retrouver dans les crédits, dans les placements. Donc, une banque centrale, pour faire simple, elle a une pédale de frein, une pédale d'accélérateur par rapport à l'économie. Et sur ce graphique, je vous ai pris les trois grandes banques centrales, celles de la zone euro, les États-Unis et le Royaume-Uni. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez une période de croissance économique, comme on a eu entre les années 2003 jusqu'à 2008, vous avez généralement des prix qui vont avoir tendance à augmenter, la consommation qui augmente, les prix qui augmentent, bref, tout va bien, c'est formidable. Donc là, quand c'est comme ça, la Banque centrale, pour maîtriser cette inflation, va essayer d'appuyer un peu sur le frein, et pour faire ça, elle va augmenter ses taux d'intérêt. En augmentant ses taux d'intérêt, elle va réduire la quantité d'argent qui va être disponible. Elle va le rendre plus cher. Okay. En 2008, on a la crise des subprimes qui vient des États-Unis, qui va avoir un impact mondial, et on va rentrer dans une période de récession. C'est-à-dire qu'on va avoir tout d'un coup toute l'activité économique des entreprises qui va s'effondrer. Avec ce que vous connaissez ou ce que vous avez peut-être vu sur cette partie, un séisme planétaire, une panique de voir des entreprises fermées, des banques, etc., etc. Pour relancer l'économie, les banques centrales vont, là cette fois-ci, non plus utiliser la pédale de frein, mais l'accélérateur. Pour accélérer, qu'est-ce que fait une banque centrale? Elle va baisser ses taux d'intérêt, augmenter la quantité d'argent dans le circuit. En baissant les taux d'intérêt, elle va rendre l'argent moins cher pour tout le monde. Vous, moi, pour emprunter, mais une entreprise pour pouvoir, elle aussi, emprunter et se lancer dans des nouveaux projets. Donc les banques centrales, et vous voyez que c'est relativement au même moment, en 2008, en Europe, aux États-Unis et au Royaume-Uni, elles ont abaissé fortement. On est passé de 5-6 points de taux à quasiment 0 pendant cette période. Ce qu'on peut voir, c'est que de 2009 à grosso modo 2017, là, on a eu de la croissance. Ça a fonctionné après 2008. À nouveau, l'économie s'est remise en marche. À nouveau, le produit intérieur brut, donc la somme des richesses créées par les entreprises, s'est mis à nouveau à progresser. Et puis, les banques centrales ont essayé, alors ils ont un peu essayé aux États-Unis, ils ont essayé de remonter un petit peu les taux d'intérêt. Le problème, c'est que quand vous remontez trop les taux d'intérêt pour une banque centrale, vous allez casser la croissance. Mais il n'y a pas eu de problème, en fait, parce qu'il n'y avait pas d'inflation. Donc, il n'y avait pas besoin de remonter les taux d'intérêt. On a eu de la croissance, mais sans inflation. Les prix
comme il y avait beaucoup de concurrence partout sur la planète, les biens, en fait, le prix n'augmentait pas. On avait des prix à la consommation qui restaient stables, voire même parfois qui baissaient. Donc des taux d'intérêt très bas, 0%, même des taux négatifs dans certains cas, et de la croissance économique. Est arrivée la partie 2017-2018. Forte croissance économique. Là, les Américains ont commencé à avoir, pour le coup, un peu de hausse des prix, et donc ils ont commencé à remonter leur taux d'intérêt en se disant, voilà, là, on va profiter de cette période où tout va bien, on va augmenter un peu nos taux d'intérêt pour pas trop emballer la machine économique. Ce n'était pas le cas en Europe. Donc en Europe, les banques centrales, la Banque centrale européenne a laissé ses taux, c'est la courbe bleue, a laissé ses taux d'intérêt à des niveaux très bas, je vous dis même des taux négatifs, des taux à zéro. Et puis, vous le savez, 2020, crise Covid, les banques centrales, vous avez un ralentissement brusque de l'économie, moins 10% sur le PIB, qui est en fait l'indicateur qui nous permet de suivre la croissance ou la récession économique. Covid, ralentissement de la croissance et même récession, moins 10% sur les PIB, eh bien les banques centrales baissent les taux d'intérêt. En Europe, ils ne pouvaient plus les baisser parce qu'ils étaient déjà extrêmement bas. Par contre, les États-Unis ont pu passer de 2,5 à 0. Donc là, encore une fois, on voit comment ça fonctionne. C'est pour ça que j'aime bien revenir un peu sur le passé, c'est pour comprendre ce qui se passe. Alors, je vous ai mis à droite, vous avez quelques explications, création de la monnaie, le loyer de l'argent très bas pour stimuler les entreprises. Quand vous avez des emprunts, ce qu'on appelle des obligations, ce sont des dettes émises soit par les États, soit par les entreprises. Si vous avez une dette que vous avez un placement que vous avez pu faire avec un taux à 5-6%, quand les taux ensuite diminuent, votre dette que vous possédez de votre placement à 5-6%, forcément, il prend énormément de valeur. Bien évidemment, on a eu aussi pendant toute cette période une hausse des marchés actions, et on verra pourquoi, parce que de l'argent quasiment gratuit, ça permet aux entreprises d'investir, de se lancer dans des nouveaux projets, à pas cher, bien évidemment, puisque les taux d'intérêt sont très très bas, et puis vous avez donc une croissance de leurs bénéfices, et forcément, vous avez une augmentation des actions. Vous avez aussi une hausse des prix de l'immobilier. Pourquoi ? Parce que, double problématique sur l'immobilier, vous le savez, il n'y a pas forcément des terrains tout le temps disponibles, mais quand vous avez une baisse des taux d'intérêt, vous pouvez emprunter moins cher, plus longtemps, pour accompagner la hausse des prix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En 2020, on l'a vu, crise Covid, confinement successif, mise à l'arrêt de tous les pays. On l'a vécu, c'était la première fois, c'était nouveau, c'est jamais arrivé auparavant. OK. Mais on a eu aussi la sortie de crise en 2021. Et là, pareil, quelque chose de nouveau qu'on avait jusqu'à présent jamais rencontré, c'est-à-dire qu'on a eu une demande. Tout le monde s'est mis à vouloir à nouveau reconsommer au même moment et partout sur la planète. Ça provoque quoi ? Ça a provoqué simplement le fait que on doit passer tout d'un coup une économie mondiale qui avait une sorte de train-train, qui s'était arrêtée entièrement, vider les stocks, etc. Et du jour au lendemain, tout doit repartir. Donc forcément, ça crée des tensions, c'est-à-dire que la quantité de produits disponibles n'est pas forcément là. Donc les prix augmente et tout le monde veut à nouveau consommer, tout le monde veut partir en vacances, tout le monde veut acheter un bien, etc., etc. Je vous rappelle que pendant le Covid, vous avez le prix, notamment là on en parle beaucoup, mais le prix du baril de pétrole, qui à un moment a été même négatif. C'est-à-dire qu'on était prêt à payer pour que de l'essence reste dans des bateaux. C'est assez exceptionnel. Et puis aujourd'hui, on le voit, on est à $100 le baril. Donc, tout d'un coup, forcément, tout le monde à nouveau, la machine se remet en route, ça a entraîné la hausse des prix. Donc ça a généré déjà un début d'inflation. Ce qui se disait, c'était qu'on était sur une inflation, on va dire, temporaire. Voilà, c'était les discours qui étaient tenus par la plupart des économistes. On était sur une inflation temporaire, ça n'allait pas durer, ça allait se réguler. Et puis en fait, on a eu la guerre entre la Russie et l'Ukraine en février, et là, ça a déstabilisé tout le marché mondial de l'énergie. Et bien évidemment,
vous le savez, aujourd'hui, le gaz, le pétrole, l'énergie, on a besoin dans nos sociétés pour produire d'avoir de l'énergie. Et on a eu cette guerre avec la Russie et l'Ukraine qui sont des grands producteurs en termes d'énergie. Ça a déstabilisé le marché, ça a donné des tensions. Et là, pour le coup, ça a encore une fois fait augmenter le risque, ça a fait augmenter l'inflation, puisque à partir du moment où l'énergie, c'est la base pour tout, si l'énergie augmente fortement, ça se répercute dans tous les prix et dans toute la chaîne de production. Et donc, les entreprises augmentent leurs prix, tous leurs biens, tous leurs services, etc. Il y a autre chose. Jusqu'à présent, dans le système économique, pour une entreprise, une de ses charges importantes, c'était la charge de salaire. On avait toujours, partout dans le monde, de la main-d'œuvre et il y a toujours moyen de trouver une main-d'œuvre moins chère, pour faire simple. Sauf qu'avec le Covid, les gens se sont rendus compte qu'ils étaient mobiles, qu'ils étaient capables de changer de job, qu'ils étaient capables de changer de vie. Et finalement, on a eu de la tension aussi sur les salaires. Et à la sortie de crise du Covid, il y a quand même eu, notamment aux États-Unis, mais partout aussi, je pense, en Europe, cette possibilité et cette difficulté pour les entreprises de recruter de la main-d'œuvre, qu'elle soit qualifiée, pas qualifiée, peu importe. Et ça a aussi fait augmenter les prix pour l'entreprise, les charges, les coûts. Les salaires sont un coût important. Et donc, là aussi, ça a été un peu une nouveauté, ce qui nous a fait rentrer dans cette bulle d'inflation. Et ça va très vite. Aujourd'hui, on est sur une inflation qui est comprise entre 5 et 10%. Alors, les niveaux actuels, les voilà. En France, on est à 6,8. Pourquoi ? Parce qu'on a des systèmes de boucliers, notamment sur l'énergie, qui nous permettent de limiter l'inflation. Aux États-Unis, on est déjà à 8,5%. En Allemagne, 8,5%. Dans la zone euro, vous le voyez, on est à 8,9% avec des pays qui sont fortement impactés. Puis vous avez effectivement le Royaume-Uni qui a dépassé les 10% de taux d'inflation annuel. Donc là, c'était juillet 2022 par rapport à juillet 2021. Ce qui a le plus augmenté, c'est l'énergie, 40% dans les pays de l'OCDE. Forcément, ça se répercute dans tous les prix. Je vous le disais, on a une risque. Ensuite, le risque, c'est tout est plus cher. Je vais aller voir mon patron, je vais lui demander une augmentation pour pouvoir justement continuer à consommer et à vivre normalement. Ça va faire une charge supplémentaire pour lui. Il va à nouveau augmenter ses prix. Et donc, moi, à nouveau, je veux demander une augmentation. C'est ce qu'on appelle la boucle prix-salaire. Réaction des banques centrales. Vous le savez maintenant, vous avez compris. Une banque centrale, inflation, elle, forcément, ce qu'elle va faire, c'est augmenter ses taux d'intérêt pour limiter, baisser, essayer de contrôler cette inflation. Alors, quel est l'impact sur les placements ? Vous le savez, notamment les placements les plus liquides, en France, on les connaît à travers tous les livrets. Ce qu'on appelle l'épargne réglementée. Vous l'avez vu, aujourd'hui, le livret A, depuis le mois d'août, est à 2%. Je rappelle qu'on était à 0,75 et on a été à 0,75 pendant de nombreuses années. Donc ça a un impact et c'est tout simplement la traduction que les banques ont augmenté leur taux. Forcément, ça se ressent dans les livrets. Alors, si on regarde un peu le fonctionnement des livrets, généralement, vous avez tous les 6 mois une réévaluation du taux d'intérêt. Mais vous le voyez aujourd'hui, avec un taux de livret A à 2% et une inflation aux alentours de 6, il manque 4 points. C'est ce qu'on appelle un taux réel. C'est la différence entre l'inflation, c'est mon histoire de téléphone portable au début de cette vidéo, et puis mes 2% sur mon livret, il m'en manque 4. J'ai un taux réel négatif. Je perds 4% de pouvoir d'achat entre la rémunération que j'ai sur mon livret et l'augmentation du coût de la vie. Et donc, on le voit aujourd'hui, il y aura peut-être une révision de ce taux en février 2023, mais en tout cas, il y a toujours un effet retard entre le taux d'inflation réel et le taux de mon livret. Donc, moi, mon conseil, quand même, c'est de conserver le livret pour rémunérer son épargne sans risque. Très bien, ok. Franchement, pour un placement à court terme, ce que j'appelle court terme, c'est moins de 3 ans, c'est la meilleure formule. Aujourd'hui, je vais mettre mon argent sur un livret, au moins, je vais avoir un peu d'intérêt. Alors certes, je vais perdre un peu de pouvoir d'achat, mais j'ai pas de risque, j'ai pas de frais, c'est facile, je peux le déplacer, etc.
Là où ça me pose un problème, c'est que si je garde trop d'argent sur mes livrets pour une durée trop longue, là, je vais commencer à avoir une forte baisse de mon pouvoir d'achat à long terme, et ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Notre conseil, généralement, dans la profession, c'est de se dire, voilà, je dois conserver sur mes livrets 3 à 6 mois de revenus en cas d'imprévu. C'est ça, un livret, ça doit servir, allez, à mes dépenses que j'ai réussi à planifier et que je connais un peu à l'avance, et puis, en cas d'imprévu, je garde 3 à 6 mois de revenus. Si on va au-delà, ben là, forcément, on n'est plus sur le bon placement pour le bon projet. La remontée des taux. Alors ça, vous en allez en entendre parler, les banques centrales qui augmentent leurs taux d'intérêt. On a eu la Fed hier, donc la banque américaine, qui a augmenté fortement ses taux d'intérêt. Et ils ont même reconnu, avoué, et ils n'ont pas de problème là-dessus, en disant, bah, tant pis, même si ça fait augmenter le chômage, même si ça peut entraîner une récession économique, on veut absolument commencer par maîtriser l'inflation et la faire baisser. Donc, on augmente nos taux d'intérêt. Ce qui marche aux États-Unis marche en Europe et marche en France aussi. D'ailleurs, en fait, ça marche partout dans le monde. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que la monnaie et la grande puissance mondiale, ce sont le dollar et les États-Unis, puisque aujourd'hui, lorsque les États-Unis augmentent comme ça fortement leur taux d'intérêt, ben, toutes les autres banques centrales sont un peu obligées de faire pareil. Pourquoi? Parce que sinon, eh bien, en fait, le dollar, avec des taux d'intérêt plus élevés, devient plus attractif. Donc, je suis un pays, je veux acheter des biens qui sont fabriqués aux États-Unis, ou même mes investisseurs vont se dire, mais moi, aux États-Unis, je peux avoir 3,5% de rendement, alors que dans mon pays, j'ai que 1 ou 2, ben, ils vont aller acheter du dollar. Et ça va faire monter le cours du dollar, tout simplement, par rapport à l'euro, par rapport au yen, par rapport aux autres monnaies. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que le dollar reste la monnaie de référence partout dans le monde. Et quand les Américains augmentent leur taux d'intérêt, tous les autres pays sont obligés de suivre pour maintenir cet équilibre entre les monnaies. Vous l'avez vu avec l'euro. Pendant longtemps, on avait une parité à 1 dollar pour 1,10 €. Et tout d'un coup, on est repassé en dessous de 1 dollar pour 1 euro. Aujourd'hui, on est à 1 dollar pour 0,98. Donc, il faut plus d'euros pour acheter un produit américain. Pendant des années, on a eu des taux, je vous le disais, là, c'est le taux de la dette de l'État émis par la France. La France a un déficit tous les ans de son budget. Elle a besoin d'emprunter, elle va sur les marchés, elle dit voilà, prêtez-moi de l'argent, moi je suis l'État français, de toute façon, je vais vous rembourser. Donc elle émet une dette, généralement sur 10 ans, qui s'appelle l'OAT, obligation assimilable au Trésor, et on a donc sa rémunération. Moi, je peux prêter mon argent à l'État, et puis il va me rémunérer. Et pendant un moment, il ne me donnait même pas d'intérêt, donc ce n'était pas très très intéressant. Et ça, c'était le cas jusque janvier 2021. Et vous le voyez à aujourd'hui, eh bien, l'État va me rémunérer quasiment 2,50 pendant une période de 10 ans si je lui prête de l'argent. Ça va être 3,58 aux États-Unis, c'est même 4,10 en Italie et un peu moins en Allemagne, qui est généralement le pays avec les taux les plus bas. Alors, ça veut dire quoi? Très clairement, on a une anticipation des futures hausses. Quand on vous dit que les taux d'intérêt vont augmenter, eh bien généralement, ça produit une hausse des taux d'intérêt. Vous avez une augmentation des dettes publiques. Ça pose une problématique. Jusqu'à présent, les États empruntaient de l'argent et ils avaient un coût de la dette qui était très faible. Demain, ils vont avoir un coût de la dette qui va être beaucoup plus élevé. On a forcément une diminution des crédits, puisque les taux d'intérêt sont plus élevés. On a une diminution des bénéfices pour les entreprises, puisque l'argent va être plus cher, donc moins de bénéfices dans le futur. Et c'est pour ça que vous avez eu une baisse des actions depuis le début de l'année. Le cours des actions a baissé parce qu'on anticipe une baisse des bénéfices futurs. Un ralentissement économique, donc c'est la baisse de la croissance du PIB. Et là, aujourd'hui, vous allez entendre parler d'un risque de récession. Récession, ça veut dire que il va y avoir moins de croissance, les entreprises vont moins produire dans le futur. Pourquoi? Parce que ces taux d'intérêt très élevés, plus élevés, vont ralentir l'économie obligatoirement. Alors, qu'est-ce qui se passe sur mes obligations? Moi, quand j'ai prêté mon argent à un État, si les taux d'intérêt augmentent, moi, la valeur de mon obligation, elle baisse. Si j'ai prêté de l'argent à l'État avec un taux à 2%, quand le même État me propose une obligation avec un taux à 1%, moi, la mienne à 2%, elle est super, tout le monde la veut. Donc, elle prend de la valeur. Je peux la revendre tous les jours sur le marché, elle va avoir pris de la valeur. Mais à l'inverse, si j'ai une obligation à 1%,
et que demain, il va y avoir des obligations à 2% ou à 3%. Mais la mienne à 1%, personne n'en veut. Donc si je veux la revendre, forcément, le prix aura baissé. Et c'est ce qui s'est passé. Là, pendant des années, on avait des obligations à 0%, quasiment. Aujourd'hui, et ça va très vite, hein, vous l'avez vu, en 9 mois, on est passé de 0 à 2,5. Bien forcément, sur une période de 10 ans, ça fait un écart de 25%. Eh bien moi, mon obligation à 0%, si aujourd'hui je veux la revendre, un acheteur va me dire, je te l'achète, pas de problème, mais pas au prix actuel, tu vas me faire une décote de au moins 20% pour que je puisse m'y retrouver par rapport à une nouvelle obligation. Et ça pose un problème. Ça pose un problème pour le fonds en euros. Le fonds en euros, c'est la plus grande partie de ce que vous trouvez dans les contrats d'assurance vie. Alors, nous, chez Quintessence, on accompagne nos clients depuis de nombreuses années et on leur dit, attention, fonds en euros. C'est vrai que ça peut apporter de la garantie, etc. Mais qu'est-ce qui peut se passer s'il y a une augmentation des taux? Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le fonds en euros, les compagnies d'assurance, avec l'argent des épargnants, elles achètent des emprunts d'État. Et depuis des années, ils achètent des emprunts d'État à des taux faibles, entre 0 et 1%. Et vous le voyez dans le graphique que vous avez en bas à gauche, bah, la rémunération du fonds en euros, plus ça va, plus elle diminue, et elle va continuer à diminuer. À aujourd'hui, le rendement moyen, et ça représente une très grosse quantité d'argent, il est aux alentours de 1,5%. Donc même si vous avez maintenant des taux à 2,5, si vous avez une piscine qui fait 5 degrés, vous pouvez venir avec des casseroles d'eau bouillante, vous n'allez pas réchauffer la piscine tout de suite. Et bien là, c'est pareil pour le fonds en euros. Il y a même un autre risque, c'est que demain, vous êtes épargnant, vous avez un livret qui va vous rapporter peut-être 3, peut-être 4%. Et si vous avez votre fonds en euros qui est à 1%, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez dire, je vais sortir de l'argent de mon fonds en euros pour aller sur mon livret. Et là, attention, il y a un risque que tout le monde fasse ça en même temps et que forcément, ça pose un problème pour les compagnies d'assurance. Donc pour ça, il y a une loi qui s'appelle la loi Sapin 2 et qui peut éventuellement autoriser les compagnies à freiner et à limiter la sortie des capitaux. Bon, ils ont fait des provisions, normalement, ils ont anticipé tout ça, mais attention au fonds en euros, pas garder trop d'argent sur le fonds en euros dans les contrats d'assurance vie. Alors, avantage, bah en fait, comme dans toute crise, il y a des nouvelles opportunités. En fait, aujourd'hui, les obligations peuvent offrir des opportunités sur les placements avec une rémunération juste de son épargne. Une rémunération juste, c'est quoi? Ça veut dire que je prête mon argent à des États sur 10 ans, je vais enfin avoir une rémunération, ce que je n'avais pas aujourd'hui. Je peux obtenir des revenus fixes, des revenus réguliers, et puis à nouveau, si dans les années futures, j'ai une baisse des taux, eh bien, je vais avoir des obligations qui vont prendre de la valeur. Donc là, ça peut être intéressant. C'est pour ça que je vous ai mis notre conseil. Bah, aujourd'hui, on trouve que ça peut être un bon moment pour revenir sur les placements obligataires, alors progressivement, parce que les taux vont peut-être encore augmenter. On peut le faire dans les contrats d'assurance vie, on peut le faire dans les plans d'épargne retraite. On peut avoir des obligations qui vont être indexées sur l'inflation, c'est-à-dire que je prête mon argent à l'État ou à des États. Et puis, bah, si l'inflation continue d'augmenter, eh bien moi, la rentabilité de mon placement ne va pas être fixe, mais elle va continuer d'augmenter. Alors, la bonne nouvelle, c'est pour tous ceux qui ont fait un crédit. Bah, quand vous avez fait un crédit, généralement, c'était à taux fixe, bah, il va rester à un taux très bas, même si les taux d'intérêt remontent. Ça, c'est plutôt pas mal. Eh bien, à l'inverse, quand on va être épargnant, bah, il va falloir avoir un placement qui va être indexé sur l'inflation et pas avoir un placement à taux fixe, parce que sinon, on prend un risque. Donc, le fonds en euros pour des solutions courtes, d'investissement, par exemple, en attendant de faire autre chose. Et puis, on peut revenir sur les placements obligataires, alors que jusqu'à présent, on avait, dans nos conseils en tout cas, sorti cette classe d'actifs. On estimait que ce n'était pas intéressant, il n'y avait pas assez de rendement. Perspective économique. Ben voilà, jusqu'à présent, on nous parlait, donc vous avez entendu parler du PIB, on avait vu avec le Covid une baisse de l'ordre de 8% jusqu'à 10% pour certains pays de leur produit intérieur brut. En 2022, on a un ralentissement économique qui va être plutôt marqué, alors qu'on était parti sur de la croissance, même une croissance très forte qui avait amené effectivement ce risque d'inflation.
En 2023, on va avoir des hausses des contraintes énergétiques, on va avoir des difficultés de production, on va avoir une hausse des salaires, et donc il est possible qu'on ait une récession, ça veut dire une baisse, comme on l'a connu en 2008, comme on l'a connu en 2020, une baisse, et là, mondiale, hein, je pense que maintenant tout fonctionne partout pareil sur la planète, une baisse de la production des entreprises. Alors qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, ça a eu un impact sur les actions. Le marché des actions, c'est un marché qui anticipe. Les actions, c'est, en tout cas la bourse, elle va nous donner une idée, une tendance de ce qui va se passer dans le futur. Aujourd'hui, si le cours des actions a baissé, elle a baissé fortement depuis le début de l'année, on le voit, je vous ai mis des indices boursiers, donc le CAC 40, c'est la France, l'Eurostoxx, c'est les 50 plus grosses sociétés européennes, le SP 500, c'est les 500 plus grosses sociétés américaines, le Nasdaq, vous avez des valeurs plutôt technologiques, on peut retrouver un Starbucks, et puis le SSE, un indice chinois. Eh bien, vous avez des indices mondiaux partout qui ont baissé fortement, entre 20 et 30% depuis le début de l'année, alors que les entreprises ont annoncé des bénéfices exceptionnels sur 2021. Pourquoi les actions baissent alors que les entreprises annoncent des bénéfices records? Bien parce que les marchés anticipent les futures baisses. Et comme ils anticipent les futures baisses, à cause de la hausse des taux d'intérêt notamment, eh bien, les cours baissent maintenant. Les cours de maintenant, c'est une anticipation de la baisse des bénéfices futurs. Opportunité. Bien évidemment, chaque période comme ça de crise peut être une opportunité. La première, c'est ce que je vous disais, hausse des taux, ralentissement économique, possible récession, donc j'essaie de vous refaire le schéma. Normalement, à un moment, ça va se calmer. Si tout le monde réduit sa consommation, il va y avoir moins de demande énergétique. Forcément, ça peut entraîner une baisse des prix et donc une baisse de l'inflation à terme. S'il y a une baisse de l'inflation, qu'on a eu une récession économique, les banques centrales vont pouvoir dire « Ok, le niveau d'inflation est maîtrisé, maintenant il faut qu'on relance la machine de production. » Qu'est-ce qu'elle va faire une banque centrale pour relancer la machine, pour relancer la production? Elle va revenir sur un cycle de baisse des taux. Elle va à nouveau baisser ses taux d'intérêt pour relancer la machine. Et ça, c'est peut-être ce qu'on aura en 2023, 2024. Peut-être. Donc, notre conseil pour vous, épargnants, c'est bien choisir les classes d'actifs. Les actions et l'immobilier, pour nous, on considère que ce sont des classes d'actifs qu'on appelle réelles. C'est tangible. C'est indexé sur les prix. Oui, si j'ai un bien immobilier, que j'ai un loyer, s'il y a de l'inflation, mon loyer, il est indexé sur l'inflation. Et puis c'est pareil pour mon entreprise, son chiffre d'affaires. Si le téléphone portable est passé de 1000 à 1100 euros, que j'en vends 1 million, l'année prochaine, je vendrai toujours 1 million de téléphones portables et je le vendrai à un prix plus élevé, donc je ferai plus de chiffre d'affaires. Et en fait, ce qu'on va rechercher là, c'est à avoir des placements qui vont être indexés avec cette inflation. Donc là, on peut avoir, pour des placements à long terme, on continue de conseiller d'investir dans l'immobilier, dans les actions. Mais il faut le faire de manière la moins risquée possible. Pour les placements à long terme, comme pour les actions, par exemple, ce qu'on va conseiller, nous, c'est d'investir régulièrement, de ne pas chercher à mettre tout son argent au même moment. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont investi l'année dernière à des points hauts de marché, attention, surtout de ne pas tomber dans le piège, se dire « aïe, 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 ça a baissé de 20%, ça va peut-être encore baisser plus, je sors, j'enlève mon argent. » Là, c'est le piège, c'est ce qui se passe à chaque fois quand on a une crise. Il ne faut pas oublier qu'à un moment, ça finira par remonter. Est-ce que ça sera... Alors, la durée moyenne d'une crise, c'est 13 mois. Donc, à un moment, il y aura une remontée. Mais si je suis sorti du marché, si j'ai vendu mes actions, quand ça va remonter, je ne pourrai pas en profiter. À l'inverse, quand les marchés sont très bas, eh bien, si j'investis toujours une même somme d'argent, je vais en acheter plus, je vais acheter peut-être plus d'actions. Donc, c'est peut-être un bon moment pour continuer à verser et à investir sur les marchés. C'est pas facile, c'est contre-intuitif, mais vaut mieux acheter dans les périodes de baisse que dans les périodes de hausse. C'est comme ça, à long terme, qu'on gagnera plus d'argent. Notre conseil, c'est bien évidemment de diversifier les zones géographiques. Très clairement, aujourd'hui, il va y avoir encore une prime, même si c'était déjà le cas avant, pour les États-Unis,
Pourquoi? Parce qu'ils sont producteurs d'énergie, ils ont un marché des entreprises qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus réactives. Et donc, il y a des capitaux aujourd'hui qui massivement vont vers les États-Unis pour être à nouveau investis. Donc, nous, on considère et on a la chance de pouvoir faire bénéficier nos clients de beaucoup de fonds et de fonds qui sont gérés par des grandes sociétés de gestion et d'accéder très facilement à tous ces marchés, et notamment au marché US. Donc, en profiter, ne pas négliger l'Asie. En 2021, la Chine n'a pas eu une bonne performance, alors qu'en 2020, c'était la région et le pays qui s'en était le mieux sorti pour le Covid. Il y aura toujours une grande compétition entre les US et la Chine notamment. Dans 10 ans, l'objectif des Chinois, c'est d'être devant les US en termes de PIB, hein, donc de richesse produite par le pays. Ça peut être aujourd'hui des prix d'entrée intéressants sur les marchés asiatiques. Donc, comme on ne peut pas savoir, le mieux, c'est de bien diversifier ses placements, d'aller sur les États-Unis, sur l'Europe. Alors, l'Europe, ce qui est intéressant, c'est on a des entreprises, nous, qui sont généralement très bien placées en termes de gestion et de rendement. On a des entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires, parce qu'elles sont bien gérées, elles ont de la trésorerie, c'est le cas notamment aussi avec les banques. Hausse des taux d'intérêt, les banques vont gagner naturellement plus d'argent. L'argent des comptes courants, jusqu'à présent, il ne rapportait plus rien, à la banque en tout cas. Demain, les banquiers vont avoir enfin une rémunération des comptes courants par les banques centrales. Donc, ils vont avoir forcément une amélioration de leurs bénéfices. C'est pour ça que vous avez des valeurs bancaires en ce moment qui montent en bourse alors qu'elles avaient fortement baissé auparavant. Donc, pas hésiter à diversifier les zones géographiques. Et puis, faut utiliser les placements collectifs. C'est comme ça que ça permet de diluer les risques et puis de vous faire accompagner, bien évidemment. Donc, le bilan en période d'inflation, il faut se faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine. C'est toujours bien de réaliser un audit complet de ce qu'on a, de ce qu'on a fait par le passé. Il faut s'adapter, il ne faut pas céder à la panique, je vous le disais. Vendre quand on a déjà des placements, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Il faut essayer d'anticiper les opportunités, de les saisir maintenant et de se dire que ça ira mieux demain. Et puis, il faut avoir les bonnes enveloppes de placement, avoir forcément la possibilité de pouvoir aller sur tous ces marchés, sur l'immobilier, sur les actions. Ça, c'est pas partout, mais vous pouvez demander à votre CGP Quintessence, il a tout ce qu'il faut pour ça. Important aussi, définir vos projets, bien savoir, bien mettre les montants, donner le bon délai, le bon timing. J'ai un projet à court terme, je mets mon argent sur des livrets. J'ai un projet à long terme, il faut que je prévoie ma retraite. C'est dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je vais faire un placement à long terme pour ça, pour ma retraite. Puis j'arrête pas, si j'ai fait un placement pour 20 ans, je l'arrête pas au bout de 6 mois parce que les 6 premiers mois, il a baissé. Non, au contraire, il faut lui laisser le temps. On le sait, aujourd'hui, le placement le plus rentable sur la durée, c'est le placement des actions avec les dividendes, tout simplement. C'est comme ça. Maintenant, on sait qu'il y a des moments où ça monte fortement, des fois. On a eu des années où ça a été jusqu'à 25% par an, et puis des moments où ça baisse. C'est comme ça. Mais en tout cas, si on le regarde sur une durée longue, plus de 5 ans, ça reste le placement le plus rentable. Et puis, il ne faut pas hésiter à faire des changements. Si on n'a pas fait les bonnes choses, faut les mettre en place. Il ne faut pas hésiter. Et puis, faut le faire dès aujourd'hui si c'est nécessaire. Et pour ça, effectivement, c'est mieux d'être accompagné par des professionnels qui vont vous aider à définir vos projets et à le faire de la meilleure façon possible. Voilà, je vous remercie. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis à votre. Merci Vincent, merci pour cette présentation très claire. Hein, comme toujours, on apprend plein de choses avec toi. Alors j'ai une petite question. Alors là, on va parler placement obligataire. On a vu ce mot-là plusieurs fois dans ta présentation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, une obligation, c'est une dette qui est émise soit par un État, soit par une entreprise. D'accord ? Donc, quand j'achète une obligation, en fait, je vais prêter mon argent pour qu'une entreprise ou un État s'endette. En fait, je vais faire le banquier, quelque part. Je vais prêter de l'argent à une société ou à un État. Le problème, c'est que si je prête mon argent à une seule entreprise, je prends un risque. Si cette entreprise fait faillite demain, elle risque de ne pas me rembourser. Donc, ce que je peux faire, c'est utiliser des placements collectifs, c'est-à-dire qu'on va se mettre à plusieurs épargnants, on va aller dans un fonds, et ce fonds, avec notre argent, il va acheter plein d'obligations, il va prêter notre argent à plein d'entreprises. Et il va le gérer, il va les choisir, il va les sélectionner. Moi, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas le vôtre, c'est le sien.
sélectionner les entreprises et puis dire, voilà, cette entreprise-là a besoin d'argent, sa situation financière, son business, il est plutôt pas mal, donc le taux est très bas. C'est sûr que la LVMH, s'ils veulent emprunter, pas avoir un taux très, très élevé, hein, forcément, moins élevé que un petit entrepreneur qui va se lancer, qui n'a pas de garantie, qui n'a pas de trésorerie. Voilà, ça marche comme ça. Et là, vous avez des professionnels qui vont aller acheter, enfin, en tout cas, acheter des dettes, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas, prêter notre argent à travers ces fameux placements obligataires, ces obligations. C'est le marché de la dette. Voilà. Et des États, qui est le plus gros marché, hein, celui des États, et celui aussi des entreprises, la dette privée. Merci beaucoup. On a une petite question aussi. À partir de quel montant d'épargne, vu le contexte aussi, peut être intéressant de faire des placements financiers? Est-ce qu'il y a un ticket d'entrée, on va dire? Est-ce que... C'est une bonne question aussi. En fait, souvent dans l'épargne, on pense que c'est les montants qui sont le plus importants. Et ma conviction, c'est que c'est le temps qui est le plus important. Très clairement, je vais prendre un exemple simple. Souvent, les gens se préoccupent de leur retraite quand ils ont 50 ans. À ce moment-là, ils se disent, tiens, à un moment, dans 10, dans 15 ans, je vais être à la retraite. Et puis, ils se disent, bon, ça y est, je vais pouvoir enfin commencer et je vais me préparer un placement pour ma retraite parce que je vais avoir la moitié de mes revenus. Donc, ça serait bien que je puisse avoir un petit quelque chose en plus parce que quand même, je vais avoir du temps, je serai en bonne santé normalement. Et je voudrais pouvoir en profiter. Sauf qu'il ne reste plus que 15 ans. Donc, quand on se dit qu'il va falloir mettre de l'argent de côté, il va falloir mettre des gros montants tous les mois. Alors que si je commence à 25 ans ou à 30 ans, et en fait, c'est ce que j'ai fait. Quand j'étais salarié, je cotise automatiquement dans mon salaire à la sécurité sociale, la caisse des retraites, mais je le fais depuis que j'ai commencé à travailler. Et en fait, c'est la durée qui va me permettre de me constituer un capital important. Donc, on peut épargner avec un minimum de 500 € pour ouvrir un contrat et 100 € par mois. Voilà, mais 100 € par mois, ça va faire, au bout du compte, au bout de non pas de 10 ans, mais peut-être de 20 ans ou de 30 ans, une somme d'argent très conséquente. Il ne faut pas oublier que sur le temps, sur une trentaine d'années, on peut multiplier par 7 ou par 8 un capital, notamment avec les actions, alors pas avec les livrets, hein, mais avec des actions, on peut largement, en tout cas dans le passé, fortement multiplier son épargne. Donc, mieux vaut commencer dès la trentaine, en fait. Mieux vaut commencer, mettre un peu, même si c'est 100 € par mois, mais le faire le plus tôt possible. Voilà. Plus que les montants, c'est le plus tôt possible. Mais là encore, c'est intéressant d'avoir un CGP. Aujourd'hui, on ne sait pas. Je veux dire, pour avoir 1 000 € par mois, quand je serai à la retraite, il faut que j'ai un capital d'au moins 300 000 €. Et combien il faut de temps pour pouvoir se constituer une épargne de 300 000 €? Quel montant je dois mettre? Pendant combien de temps? C'est pas des choses auxquelles on a l'habitude de réfléchir. Mais c'est là où, avec un CGP, on va pouvoir regarder, voir avec son budget, se dire, voilà, cette somme-là, je dois le faire pour ça. J'ai des enfants, il va falloir qu'ils fassent des études. Un bac plus 5, un étudiant, c'est un budget de 50 000 €. Une année d'études supérieure, c'est 10 000 € par an. 50 000 €, quand j'ai un enfant qui vient de naître, généralement, la tradition, c'était de lui ouvrir un livret A. Moi, je conseille plutôt de lui ouvrir une assurance vie avec des actions. On a plus de chances de pouvoir financer les études parce qu'avec le livret, ça va être un peu juste. Merci pour ce conseil. J'ai une autre question. Tu parlais peut-être d'une baisse de l'inflation. À terme, tu estimes que ça pourrait être sous quelle échéance? Tu parlais de 2023, c'est ça, 2024? Oui, aujourd'hui, les banques centrales ont un peu réagi un peu tard. On va le dire ça comme ça, c'est ce qu'il leur est reproché. Mais enfin, bon, d'un autre côté, si c'était si facile que ça, on pourrait tous être banquier central. En tout cas, leur volonté affichée dans les faits et dans les discours, c'est, quoi qu'il en coûte, on va réguler l'inflation. On va augmenter les taux d'intérêt jusqu'à ce que l'inflation baisse. Pour que l'inflation baisse, il faut qu'on ait malheureusement une récession économique. Donc en fait, on refroidisse la machine. À la vitesse où c'est parti, il y a de grandes chances que d'ici la fin de l'année, les taux commencent à baisser. En fait, on va avoir une courbe qui a augmenté. Et puis à un moment, cette courbe, on va la voir arriver à un pic. Et puis elle va commencer à redescendre. Le taux va passer de 10 peut-être à 9, puis 8, puis 7. Il est possible que 2023-2024, oui, on sorte de
cette période d'inflation. En tout cas, les banques centrales ont suffisamment peur et connaissent suffisamment les ravages de l'inflation pour tout le monde, je vous le rappelle, c'est leur mission première, lutter contre l'inflation. Donc, elles vont le faire et elles vont y arriver. Elles ont tous les moyens pour le faire, en tout cas. Ne nous alarmons pas. Il faut faire avec, on n'a pas le choix. Ouais. Donc, de toute façon, faisons avec, essayons de... Puis, il faut se projeter. C'est vrai qu'on ne va pas manifester pour augmenter le taux du livret, ça ne servira pas à grand-chose, mais par contre, on peut se projeter, se dire que ça offre des opportunités. Peut-être qu'à un moment, il sera possible d'obtenir des placements avec des rendements à 4,5-5% garantis pendant une dizaine d'années. À ce moment-là, ça sera intéressant de le faire. Alors que jusqu'à présent, c'était pas possible. Donc ça offrira quand même des opportunités. Et justement, parlant d'opportunités, on nous demande ce que tu penses des fonds structurés. Alors les fonds structurés, ce sont des placements un peu complexes qui permettent d'aller sur, généralement, plutôt le marché des actions, d'accord, donc acheter des parts d'entreprise pour pouvoir justement profiter des bénéfices futurs. Et puis, le problème, c'est que, comme je vous l'expliquais, le cours des actions, il va monter, il va descendre, même si c'est vrai qu'une entreprise peut faire faillite. Maintenant, si j'ai investi à travers des fonds, même avec 100 €, je peux être propriétaire de plein de parts d'entreprises, je peux investir dans des centaines d'entreprises partout dans le monde. Il y a peu de chances que toutes ces entreprises fassent faillite. Mais j'ai des produits qui me permettent de me limiter sur les gains possibles, mais qui en même temps vont m'offrir des garanties, notamment en cas de baisse. L'idée, c'est quoi? C'est que si je laisse mon argent suffisamment longtemps, 10, 12 ans par exemple, eh bien, je vais avoir des mécanismes de protection de mon capital de moins 40, moins 50%, voire même gagner de l'argent pendant des périodes de baisse. C'est ça l'intérêt des produits structurés. C'est intéressant d'en avoir, notamment dans les assurances vie ou dans les plans épargne retraite, parce que là, pour le coup, on ne va pas toucher à son argent. Et puis, ça va permettre d'avoir potentiellement du rendement alors que les marchés actions vont avoir, par exemple, baissé puis remonté après. Ça, c'est une bonne forme de diversification de tous ces placements actions. Et là, les CGP sont parfaitement aptes à donner des explications sur ce type de placement. Et pour synthétiser, je vais te demander un peu le mot de la fin. Selon toi, pardon, on me fait signe qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Et le CAT, on peut en trouver à 3% aujourd'hui. Le CAT? Oui. Du compte à terme? Oui. Alors, le compte à terme, c'est quoi? C'est le taux qui va être proposé par une banque pour rémunérer une épargne à court terme. En fait, il y a des marchés auxquels nous, on n'a pas accès. C'est le marché, par exemple, interbancaire. On va passer par sa banque, on va interroger la banque, on va dire, voilà, aujourd'hui, je voudrais placer une somme d'argent, et en fonction de la durée, 1 mois, 3 mois, 1 an, généralement des périodes assez courtes, eh bien, la banque va nous donner, va directement interroger, regarder sur les marchés à combien elle peut placer notre argent. Elle va prendre bien évidemment une marge et puis elle va nous proposer un taux. Donc effectivement, on va avoir là des taux d'intérêt sur des durées courtes qui peuvent monter et avoir potentiellement 2, 3%, peut-être même demain 4%. Bon, généralement, il faut savoir par contre que ce n'est pas des placements qu'on peut faire dans des enveloppes fiscales. Donc, il va y avoir ensuite de l'impôt à payer. Mais bon, vaut mieux avoir un placement à 4% avec de l'impôt qu'un placement à 1% sans impôt. Il en reste toujours plus. Merci pour ces précisions, Vincent. On va quand même mettre fin, même si c'est très intéressant, à ce webinaire. J'ai juste besoin de ton mot de la fin, Vincent, pour synthétiser, selon toi, les clés pour survivre à ce qu'on est en train de vivre, à ce phénomène d'inflation. Alors, survivre, il n'y aura pas de problème. Normalement, on devrait s'en sortir. Les besoins primaires sont assurés. Comme c'est souvent le cas, c'est difficile de prendre des bonnes décisions dans des périodes difficiles, de crise, des périodes nouvelles. L'inflation, on l'avait oublié, 25 ans sans en avoir entendu parler. Forcément, ça chamboule tout. Mais par contre, ça offre des opportunités. Et c'est un peu contre-intuitif, mais effectivement, je pense qu'il ne faut pas hésiter là à en profiter, faire un point sur son épargne. Aujourd'hui, prendre des positions qu'on n'avait peut-être pas prises jusqu'à présent, pas céder à la panique, pas hésiter à bien diversifier ses placements, bien choisir aussi et se faire accompagner, parce que
on est plus intelligent à plusieurs que tout seul, hein, forcément. Donc, c'est difficile en plus de prendre les décisions des fois pour soi. C'est important d'avoir quelqu'un qui va pouvoir porter un regard objectif sur sa situation, surtout quand c'est un professionnel, parce que il en voit plein, c'est son métier, donc forcément, ça sera quand même plus intéressant. Et c'est peut-être aujourd'hui qu'on fera les meilleures affaires. Alors, je ne dis pas aujourd'hui, dans les mois qui viennent, ça sera peut-être, ça je vous le dirai dans 1 an ou dans 2 ans. Je vous l'avais bien dit qu'il fallait le faire, au mois de septembre 2022. Voilà, et comme on ne sait pas, l'idéal c'est ça, c'est de faire en fait régulièrement. Là aujourd'hui, si on a un peu d'argent à placer, il ne faut pas hésiter à le faire de manière régulière, tous les mois. On ne sait jamais quel va être le point le plus bas pour rentrer sur les marchés, par exemple, ou le meilleur moment pour acheter une obligation avec le taux le plus haut. Dans ces cas-là, quand on ne sait pas, on fait ce système d'investissement progressif qu'il est possible de faire. Et puis, il faut miser sur l'avenir. Moi, je suis un éternel optimiste, donc je pense qu'effectivement, ça ira mieux demain. Merci pour ces précieux conseils. Vincent, tu nous parlais de l'importance aussi d'être accompagné. Quintessence, aujourd'hui, c'est près de 400 conseillers répartis sur tout le territoire. On vous partage un petit lien pour n'hésitez pas à demander à être recontacté par l'un de nos experts pour faire le point sur votre épargne, sur vos problématiques fiscales et patrimoniales. Nos experts vous répondront le plus rapidement possible et vous rencontreront chez vous, au travail. L'objectif, c'est d'être réactif aussi par rapport à tout ce qui se passe. Merci à nouveau, Vincent, et je vous souhaite à toutes et à tous une très, très bonne journée. Bonne journée, merci. Au revoir.